1940, 1940, 40, 1940, 1940, 40. Lorsqu'elle était encore étroitement associée aux activités du Centre, Mary Jane Gold a contribué notamment à l'exfiltration du couple formé par Franz Werfel, l'auteur alors célèbre des 40 jours du Moussa Dag, une épopée de la résistance arménienne au génocide, et Alma Mahler, figure tutélaire de la société artistique viennoise et veuve du compositeur dont elle continue à porter le nom. Avant d'atteindre Marseille, Alma et Franz, qui ont tout à craindre des nazis, ont erré dans le sud de la France à la recherche d'un moyen quelconque de quitter ce pays, et durant cette période, ils ont échoué quelque temps à Lourdes, où Werfel s'est pris d'une passion soudaine pour la figure de Sainte Bernadette, au point de faire le vœu d'écrire un livre à sa gloire, s'il arrivait sain et sauf en Amérique. Et la preuve que Werfel était un homme de parole, c'est qu'à peine installé à Los Angeles, il écrivit ce livre, intitulé Le chant de Bernadette, dont le succès fut tel qu'il fit presque aussitôt l'objet d'une adaptation cinématographique, parfaitement insipide, en dépit de la présence de Jennifer Jones, débutante, dans le rôle principal. En attendant, lorsqu'ils se retrouvent à Marseille en septembre 1940, Alma Mahler et Franz Werfel sont en proie à une anxiété et à une impatience grandissantes, dont Mary Jane Gold fera les frais quand elle servira d'intermédiaire entre eux et Varian Fry. Je compris qu'ils étaient des gens très importants et quelque peu difficiles, écrit-elle dans le récit de sa première visite au couple célèbre, logé sur la Canebière au Grand Hôtel du Louvre et de la Paix, et qu'ils étaient de toute évidence habitués à recevoir un traitement de faveur. Dans cette circonstance, Mary Jane Gold remarque aussi le goût prononcé de Werfel pour la bénédictine. De son côté, Alma Mahler, dans Ma vie, écrit que ces semaines passées à Marseille furent insupportables, ajoutant à propos d'un certain Monsieur Fry qu'il fut insolent et désagréable au possible. Mais si insolent et désagréable qu'il ait été, Fry leur arrangea tout de même un passage de la frontière espagnole, à pied et dans la nature, sous la conduite d'un volontaire du centre de secours et dans la compagnie de Heinrich Mann, de son épouse Nelly et de son neveu Golo. Dans Ma vie, Alma Mahler, qui traîne avec elle un sac contenant le reste de son argent et de ses bijoux et la partition de la 3e symphonie de Bruckner, fait de cette escapade de quelques heures une description emphatique, parlant de gravir les cimes qui séparent la France de l'Espagne, ajoutant qu'il leur fallait contourner des précipices et que lorsqu'on glissait, il n'y avait que des chardons pour se retenir. De son côté, Mary Jane Gold, à propos de l'itinéraire menant de Cerbère à la frontière espagnole, en évitant les contrôles de la douane et de la police française, parle simplement d'un petit chemin qui longeait le mur du cimetière, grimpait sur la colline et redescendait de l'autre côté, sans entrer dans plus de détails, ne serait-ce que parce qu'elle n'a jamais dû le pratiquer. Toutefois, le secret de ce passage ayant été rapidement éventé, c'est bientôt un chemin plus rude et plus long, au départ de Banyuls et non plus de Cerbère, que les candidats à l'évasion vont devoir emprunter. Ce changement d'itinéraire survenant apparemment autour de la mi-septembre 1940, puisque le passage d'Alma Mahler via Cerbère date du 13 de ce mois, et que 12 jours plus tard, c'est à partir de Banyuls que Walter Benjamin va franchir à grand-peine la frontière espagnole et atteindre Portbou, où il se donnera la mort la nuit suivante. Par crainte de mécontenter le cercle désormais nombreux et parfois ombrageux de ses lecteurs, je ne tenterai pas de caractériser en quelques mots l'œuvre de Benjamin. De celui-ci, toutefois, on peut rappeler qu'il est allemand, mais déchu de sa nationalité, juif, ami de personnalités telles que Hannah Arendt, Bertolt Brecht, Theodor Adorno ou Arthur Koestler, et que lorsqu'il se présente chez Lisa Fitko, à l'aube du 24 septembre 1940, le franchissement de la frontière espagnole est désormais pour lui une question de vie ou de mort. Quant à Hans et Lisa Fitko, eux-mêmes allemands et militants de gauche, ils ont différé leur propre passage le temps de mettre au point un nouvel itinéraire d'évasion, cette fois au départ de Banyuls, d'après les indications fournies à ses risques et périls par Vincent Azéma, le maire socialiste de cette ville. En fait, lorsque dans l'après-midi du 24 septembre, Lisa Fitko procède en compagnie de Walter Benjamin
a une reconnaissance de cet itinéraire, c'est la première fois qu'elle l'emprunte, et elle se rend compte, en même temps que lui, de la difficulté qu'il présente pour un homme à la santé médiocre et auquel toute activité sportive est manifestement étrangère. D'ailleurs, lors de ce repérage, arrivé au point le plus éloigné de Banyuls qu'ils aient atteint, Benjamin lui fait part de son intention d'y passer la nuit en pleine nature, afin d'avoir une moindre distance à parcourir dans la journée du lendemain. Et il persiste dans ses dispositions, en dépit des arguments déployés par Lisa Fitko, dont la menace, tout de même peu tangible, de bêtes sauvages, pour l'y faire renoncer. Le lendemain, partie avant le lever du jour avec le flot des hommes montant travailler dans leurs vignes, elle le rejoint, en compagnie de 2 personnes, une certaine Madame Gurland et son fils, dont Benjamin a souhaité qu'elle l'accompagne dans sa traversée. Quel étrange personnage, écrit de Benjamin irrévérencieusement Lisa Fitko, dans le récit qu'elle fait de cette expédition. Une pensée d'une limpidité de cristal, une force intérieure indomptable, et avec tout ça, empoté comme pas permis. Empoté, sans doute Benjamin l'est-il, mais pas au point d'échouer à atteindre le col qui marque la frontière et d'où le chemin redescend vers Port-Bou. Il transporte avec lui, à l'exclusion semble-t-il de tout autre bagage, une lourde serviette contenant le manuscrit d'un texte inédit qui, après sa mort, ne sera jamais retrouvé. Au bout d'environ 1 heure de marche en territoire espagnol, selon ses propres estimations, Lisa Fitko redescend vers Banyuls, cependant que Benjamin et les 2 Gurland poursuivent seuls vers Port-Bou, où ils arriveront dans la soirée, et où le premier, apparemment menacé par les autorités espagnoles d'une reconduite en territoire français, se suicidera dans la nuit, en avalant les cachets de morphine dont Arthur Kostler, quelques semaines auparavant, lui avait donné la moitié de sa propre réserve.